Question 1. Le plan national relatif à la santé et le handicap 2015 à 2021, qui a été mis en place en 2015. A. Il a pour objectif de prévenir le handicap et d'assurer l'accès des personnes en situation de handicap à des services de santé de qualité, basés sur l'approche genre. B. Il a pour objectif de prévenir le handicap et d'assurer l'accès des personnes en situation de handicap à des services de santé de qualité, basés sur une approche de droit. C. Il est composé de 6 axes stratégiques, 20 mesures et 73 actions. D. Il est composé de 8 axes stratégiques, 30 mesures et 60 actions. La réponse. A. Il a pour objectif de prévenir le handicap et d'assurer l'accès des personnes en situation de handicap à des services de santé de qualité, basés sur l'approche genre. B. Il a pour objectif de prévenir le handicap et d'assurer l'accès des personnes en situation de handicap à des services de santé de qualité, basés sur une approche de droit. C. Il est composé de 6 axes stratégiques, 20 mesures et 73 actions. Question 2. Parmi les axes stratégiques du plan national à la santé et le handicap 2015 à 2021, on trouve A. Le renforcement de la capacité des personnes en situation de handicap. B. Le renforcement des programmes et actions de prévention et de dépistage précoce des pathologies à l'origine du handicap. C. L'amélioration de la prise en charge des besoins spécifiques des personnes en situation du handicap. D. L'application des textes réglementaires en matière d'handicap. La réponse. B. Le renforcement des programmes et actions de prévention et de dépistage précoce des pathologies à l'origine du handicap. C. L'amélioration de la prise en charge des besoins spécifiques des personnes en situation du handicap. Question 3. Parmi les rôles du rééducateur et qui lui sont attribués par la loi numéro 45.13, on distingue A. Il dispense des prestations visant la réduction du handicap physique, sensoriel, cognitif ou comportemental. B. Il prévient l'apparition d'une dépendance à autrui chez le patient, en favorisant son autonomie, sa réadaptation et son réinsertion. C. Il apporte son concours à l'action de l'État, visant la protection de la santé des personnes en situation de handicap, la promotion de la santé et l'éducation sanitaire. D. Il participe aux actions de planification, d'encadrement, de formation, de gestion et de recherche. La réponse. Toutes les propositions sont correctes. Question 4. Parmi les professionnels de rééducation, de réhabilitation et de réadaptation fonctionnelle, RRRF, désignés dans la loi, on cite A. L'audioprothésiste. B. L'ergothérapeute. C. L'orthoprothésiste. D. Le psychologue. La réponse. Toutes les propositions sont correctes. Question 5. Les professionnels de RRRF exercent soit A. Sur prescription paramédicale. B. Sous l'encadrement et la responsabilité d'un médecin. C. Sous leur propre responsabilité. D. De manière indépendante. La réponse. Toutes les propositions sont correctes. Question 6. Parmi ces affirmations, indiquez celles ou celles qui sont fausses.
A. Le pédicure podologue pratique les soins d'hygiène du pied. B. L'orthophoniste exécute des actes de rééducation visant le traitement des anomalies touchant principalement le langage oral. C. Le kinésithérapeute pratique ces actes de façon obligatoirement manuelle. D. Le psychomotricien est un professionnel de RRRF qui traite les troubles psychomoteurs. La réponse. C. Le kinésithérapeute pratique ces actes de façon obligatoirement manuelle. Question 7. Selon la loi 45.13, l'exercice des professions de RRRF se fait. A. Dans le secteur public. B. Dans le secteur privé à but lucratif. C. Dans le secteur privé à but non lucratif. D. Toutes les réponses sont fausses. La réponse. A. Dans le secteur public. B. Dans le secteur privé à but lucratif. C. Dans le secteur privé à but non lucratif. Question 8. Lors de leur pratique quotidienne, selon la loi numéro 45.13. A. Les rééducateurs exerçant dans le secteur public sont spécifiquement tenus au respect du secret professionnel. B. Les rééducateurs sont appelés, quel que soit le secteur dont ils relèvent, de respecter les principes de moralité, d'intégrité, d'abnégation et d'éthique professionnelle. C. Les rééducateurs exerçant dans le secteur privé sont tenus au respect du secret professionnel. D. Les rééducateurs exerçant dans le secteur privé sont appelés à respecter les principes de moralité, d'intégrité et d'abnégation. La réponse. B. Les rééducateurs sont appelés, quel que soit le secteur dont ils relèvent, de respecter les principes de moralité, d'intégrité, d'abnégation et d'éthique professionnelle. C. Les rééducateurs exerçant dans le secteur privé sont tenus au respect du secret professionnel. D. Les rééducateurs exerçant dans le secteur privé sont appelés à respecter les principes de moralité, d'intégrité et d'abnégation. Question 9. Le décret 2.17.535 relatif au statut particulier du corps interministériel des infirmiers et des techniciens de santé. A. A été publié en 2018. B. A été modifié et complété en 2022. C. Classe les professionnels de santé, infirmiers et techniciens de santé, en 6 cadres. D. Selon lequel le cadre des rééducateurs comprend le rééducateur premier grade, le deuxième grade et le grade principal. La réponse. B. A été modifié et complété en 2022. La réponse. Question 10. Selon le décret 2.17.535 relatif au statut particulier du corps interministériel des infirmiers et des techniciens de santé, le rééducateur, en tant que fonctionnaire, est appelé à remplir les missions suivantes. A. Élaboration des plans de traitement et d'intervention, et leur mise en exécution et évaluation au profit des patients et des usagers des services sanitaires.
B. L'exécution et la dispense des prescriptions médicales ayant pour but la prévention et le diagnostic. C. Dispense des soins et des services visant la prévention et la réduction des conséquences fonctionnelles physiques, cognitives, psychologiques et sociales, des déficiences des capacités des patients. D. Dispense des soins et des services principalement la rééducation physique et cognitive des déficiences des capacités des patients. A. Et C. B. Les Question 11 à propos de l'offre de soins et services en matière de rééducation, réhabilitation et réadaptation fonctionnelle. A. Il est stipulé dans le décret 2.14.562 relatif à l'organisation de l'offre de soins, à la carte sanitaire et aux schémas régionaux de l'offre de soins, notamment les articles 39, 40 et 41. B. Les établissements hospitaliers doivent prévoir un service de médecine physique et de réadaptation dans leur projet d'investissement. C. Les centres de rééducation physique, d'orthopsie et d'orthophonie, ainsi que les centres d'appareillage orthopédique font partie du réseau des établissements médico-sociaux. D. Les centres hospitaliers de troisième niveau sont les seuls habilités à mettre en place les services de médecine physique et de réadaptation. La réponse A et C. Question 12. Sur le territoire national, la prise en charge en mode ambulatoire des personnes en situation de handicap est assurée par A. Les centres intégrés de rééducation professionnelle. B. Les centres intégrés de rééducation provinciaux. C. Les centres intégrés régionaux d'appareillage et de rééducation. D. Les centres interrégionaux d'appareillage et de réhabilitation. La réponse B. Les centres intégrés de rééducation provinciaux. C. Les centres intégrés régionaux d'appareillage et de rééducation. Question 13. Selon Santé en chiffres de 2020, l'espérance de vie à la naissance en 2018 est de A. 68,3 ans. B. 73 ans. C. 74,6 ans. D. 76,4 ans. La réponse D. 76,4 ans. Question 14. Selon Santé en chiffres de 2020, le ratio habitants par infirmier en 2018 est de A. 1073 habitants par infirmier. B. 2073 habitants par infirmier. C. 3073 habitants par infirmier. D. 10 073 habitants par infirmier. La réponse A. 1073 habitants par infirmier. Question 15. Selon Santé en chiffres de 2020, le taux de mortalité maternelle en 2018. A. 72,6 pour 1000 naissances vivantes. B. 72,6 pour 100 000 naissances vivantes. C. 72,6 pour 10 000 naissances vivantes. D. Aucune proposition n'est correcte. La réponse B. 72,6 pour 100 000 naissances vivantes. Question 16. Parmi les catégories d'affections qui caractérisent le profil épidémiologique de la santé au Maroc. A. Les maladies non transmissibles. B. Les maladies transmissibles, maternelles et périnatales. C. Les traumatismes intentionnels et non intentionnels. D. Toutes les propositions sont fausses.
La réponse. A. Les maladies non transmissibles. B. Les maladies transmissibles, maternelles et périnatales. C. Les traumatismes intentionnels et non intentionnels. Question 17. Selon la loi cadre 34.09, une installation de haute technologie. A. Est une installation utilisée pour dispenser des soins, reposant sur une technologie et des techniques de pointe relevant des domaines des technologies de l'information, la biotechnologie. B. Est le lieu où sont dispensés des soins de manière légale et professionnelle. Elle peut être fixe, établissement de santé, ou mobile, unité médicale mobile. C. Est un centre de soins relevant d'un établissement de santé qui dispense des prestations de soins et de services de santé dans un territoire sanitaire. D. Est un centre de soins relevant d'un établissement de santé qui dispense des prions de soins et de services de santé dans un territoire sanitaire qui dépasse le bassin de desserte du dit établissement. La réponse. A. Est une installation utilisée pour dispenser des soins, reposant sur une technologie et des techniques de pointe relevant des domaines des technologies de l'information, la biotechnologie. Question 18. Un outil qui représente le projet d'une manière synthétique, qui peut contenir entre autres les moyens, les activités, les résultats attendus et les objectifs. Il s'agit de A. Diagramme Ishikawa. B. Cadre logique. C. Diagramme de Gantt. D. Tableau de bord. La réponse. B. Cadre logique. Question 19. Parmi les principes fondamentaux sur lesquels repose l'amélioration continue de la qualité, on cite A. La spécialisation. B. Aucune collaboration. C. La planification. D. Toutes les propositions sont correctes. La réponse. C. La planification. Question 20. Selon la loi cadre numéro 34.09, l'offre de soins comporte A. Les ressources humaines. B. Les infrastructures sanitaires relevant du secteur public ou privé. C. Les infrastructures sanitaires relevant du secteur public. D. Toutes autres installations de santé fixes. La réponse. A. Les ressources humaines. B. Les infrastructures sanitaires relevant du secteur public ou privé. D. Toutes autres installations de santé fixes. Question 21. Selon la loi cadre 34.09, l'offre de soins dans le secteur public est régie. A. Selon le principe de gradation des niveaux de soins qui repose sur un système de référence et de contre-référence. B. À l'intérieur du même territoire de santé sous forme de réseau coordonné de soins. C. Entre les territoires de santé sous forme de filières de soins. D. En deux modes, mode fixe et mode hybride. La réponse. A. Selon le principe de gradation des niveaux de soins qui repose sur un système de référence et de contre-référence. B. À l'intérieur du même territoire de santé sous forme de réseau coordonné de soins. C. Entre les territoires de santé sous forme de filières de soins. Question 22.
La loi cadre 09.21 relative au système de la protection sociale vise a. L'extension de l'assurance maladie obligatoire, AMO, à 22 millions de bénéficiaires supplémentaires, d'ici à la fin 2022. B. L'extension des allocations familiales, au profit de 7 millions d'enfants en âge scolaire à l'horizon 2024. C. L'élargissement de la base des adhérents au régime de retraite, au profit de 3 millions d'actifs à l'horizon 2025. D. La généralisation des indemnités pour perte d'emploi à l'horizon 2030. La réponse A. L'extension de l'assurance maladie obligatoire, AMO, à 22 millions de bénéficiaires supplémentaires, d'ici à la fin 2022. B. L'extension des allocations familiales, au profit de 7 millions d'enfants en âge scolaire à l'horizon 2024. Question 23. Quelles sont les propositions qui sont correctes? A. Le réseau coordonné de soins est une organisation verticale hiérarchisée des soins de santé de la PEC des patients à travers des niveaux de recours aux soins organisés selon la nature de la morbidité et les protocoles thérapeutiques quand ils existent. B. Le réseau coordonné de soins est l'ensemble des prestations offertes à la population, par le développement des dispositifs ou d'unités sanitaires opérationnelles. C. Le réseau coordonné de soins est une organisation horizontale non hiérarchisée de la PEC des patients au sein du même territoire sanitaire. D. Le réseau coordonné de soins est une organisation horizontale non hiérarchisée de la PEC des patients au sein du même territoire sanitaire. La réponse C. D. Question 24. Parmi les instances de gouvernance en matière de santé prévues dans le projet de la loi cadre 06.22, on cite A. La Haute Autorité de la Santé. B. Le Conseil national consultatif de la santé. C. Le Comité national d'éthique. D. Les groupements sanitaires territoriaux. La réponse A. La Haute Autorité de la Santé. D. Les groupements sanitaires territoriaux. Question 25. Parmi les missions des instances de gouvernance en matière de santé prévues dans le projet de la loi cadre numéro 06.22, on cite A. Assurer l'encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire et l'évaluation de la qualité des services des établissements de santé dans les secteurs publics et privés. B. Améliorer la capacité d'accueil des patients dans les établissements de santé. C. Charger de l'exécution de la politique de l'État dans le domaine de la santé au niveau régional. D. Améliore la gestion financière du système de santé. La réponse A. Assurer l'encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire et l'évaluation de la qualité des services des établissements de santé dans les secteurs publics et privés. C. Charger de l'exécution de la politique de l'État dans le domaine de la santé au niveau régional. Question 26. Selon les comptes nationaux de la santé de 2018, parmi les sources de financement de la santé au Maroc, on cite A. Financement public par les recettes fiscales. B. Participation de la société civile. C. Assurance maladie. D. Coopération internationale. La réponse A. Financement public par les recettes fiscales. C. Assurance maladie.
D. Coopération internationale. Question 27. Selon les comptes nationaux de la santé de 2018, la dépense directe des ménages par rapport à la dépense totale de la santé indique A. Le niveau de la protection financière qu'un pays assure à sa population. B. Le financement collectif de santé basé sur la solidarité nationale. C. Les ressources supplémentaires provenant du Fonds de cohésion sociale. D. La dotation des médicaments et des produits pharmaceutiques. La réponse. A. Le niveau de la protection financière qu'un pays assure à sa population. Question 28. Selon les comptes nationaux de la santé de 2018, parmi les types de dépenses courantes de santé par type de prestation, on cite A. Soins ambulatoires. B. Soins hospitaliers. C. Médicaments et biens médicaux. D. Formation, enseignement, recherche. La réponse. A. Soins ambulatoires. B. Soins hospitaliers. C. Médicaments et biens médicaux. Question 29. Concernant le projet de loi numéro 6 à 22 relatif au système national de santé. A. Il est publié dans le bulletin officiel du 13 juillet 2022. B. Il a été approuvé lors du Conseil des ministres du 13 juillet 2022. C. Il reflète l'engagement des autorités gouvernementales à mettre en œuvre les dispositions de la loi cadre numéro 21-9 relative à la protection sociale. D. Il fixe les objectifs fondamentaux de l'action de l'État en matière de protection sociale. La réponse. B. Il a été approuvé lors du Conseil des ministres du 13 juillet 2022. C. Il reflète l'engagement des autorités gouvernementales à mettre en œuvre les dispositions de la loi cadre numéro 21-9 relative à la protection sociale. Question 30. Parmi les principes de base de l'approche centrée sur la personne, on distingue A. L'indépendance. B. Congruence. C. La considération positive conditionnelle. D. Toutes les propositions sont correctes. La réponse. B. Congruence. C. La considération positive conditionnelle. D. Question 31. Garantit l'intégrité, le respect et la protection de la vie privée des personnes prises en charge au niveau médical, juridique ou social. Il s'agit de A. Le secret professionnel. B. La confidentialité. C. Le respect de l'intimité. D. Toutes les propositions sont correctes. Question 31. Garantit l'intégrité, le respect et la protection de la vie privée des personnes prises en charge au niveau médical, juridique ou social. Il s'agit de A. Le secret professionnel. B. La confidentialité. La réponse. C. Le respect de l'intimité. Toutes les propositions sont correctes. Toutes les propositions sont correctes. Toutes les propositions sont correctes. Question 31. Question 32. Selon la deuxième enquête nationale sur l'handicap 2014, la prévalence nationale du handicap est de A. 7,8%. B. 6,8%. C. 5,8%. D. 4,8%. Question 32. Selon la deuxième enquête nationale sur l'handicap 2014, la prévalence nationale du handicap est de A. 7,8%. B. 6,8%. C. 5,8%. B. D. 6,8%. Question 32. Selon la deuxième enquête nationale sur l'handicap 2014, la prévalence nationale du handicap est de Question 33.
selon la deuxième enquête nationale sur l'handicap de 2014. A. Un ménage sur 6 comprend au moins une personne en situation de handicap. B. Un ménage sur 4 comprend au moins 2 personnes en situation de handicap. C. Un ménage sur 3 comprend au moins une personne en situation de handicap. D. Un ménage sur 4 comprend au moins une personne en situation de handicap. Question 33. Selon la deuxième enquête nationale sur l'handicap de 2014. A. Un ménage sur 6 comprend au moins une personne en situation de handicap. B. Un ménage sur 4 comprend au moins 2 personnes en situation de handicap. D. Un ménage sur 4 comprend au moins une personne en situation de handicap. Un ménage sur 4 comprend au moins une personne en situation de handicap. Question 34. Selon la deuxième enquête nationale sur l'handicap de 2014. A. L'handicap le plus fréquent est celui du handicap moteur avec 50,2%. B. L'handicap mental est en deuxième place avec 25,1%. C. L'handicap visuel en troisième place avec 23,8%. D. Aucune proposition n'est correcte. Question 34. Selon la deuxième enquête nationale sur l'handicap de 2014. A. L'handicap le plus fréquent est celui du handicap moteur avec 50,2%. B. L'handicap mental est en deuxième place avec 25,1%. L'handicap le plus fréquent est celui du handicap visuel en troisième place avec 23,8%. B. L'handicap mental est en deuxième place avec 25,1%. Selon la deuxième enquête nationale sur l'handicap en troisième place avec 23,8%. L'handicap le plus fréquent est celui du handicap moteur avec 50,2%. Question 35. Selon la deuxième enquête nationale sur le handicap de 2014. A. 54,1% des personnes en situation de handicap bénéficient d'un régime de protection sociale. B. 44,1% des personnes en situation de handicap bénéficient d'un régime de protection sociale. C. 34,1% des personnes en situation de handicap bénéficient d'un régime de protection sociale. D. 24,1% des personnes en situation de handicap bénéficient d'un régime de protection sociale. Question 35. Selon la deuxième enquête nationale sur le handicap de 2014. A. 54,1% des personnes en situation de handicap bénéficient d'un régime de protection sociale. B. 44,1% des personnes en situation de handicap bénéficient d'un régime de protection sociale. Bénéficient d'un régime de protection sociale. 34,1% des personnes en situation de handicap bénéficient d'un régime de protection sociale. Bénéficient d'un régime de protection sociale. 24,1% des personnes Question 36. Selon la deuxième enquête nationale sur le handicap de 2014. A. 40,8% des personnes en situation de handicap ont des difficultés d'accès aux soins généraux offerts par le système de santé. B. 60,8% des personnes en situation de handicap ont des difficultés d'accès aux soins généraux offerts par le système de santé. C. 37,5% des personnes en situation de handicap modéré ou sévère ont besoin d'aide technique. D. 57,5% des personnes en situation de handicap modéré ou sévère ont besoin d'aide technique. Question 36. Selon la deuxième enquête nationale sur le handicap de 2014. A. 40,8% des personnes en situation de handicap ont des difficultés d'accès aux soins généraux offerts par le système de santé. La réponse. Question 37. La loi cadre numéro 97/13, relative à la protection et la promotion des personnes en situation de handicap. A. Elle est publiée en 2016. B. Elle est en cours d'approbation au Parlement. C. Elle insiste sur le droit d'accès à l'assurance maladie, et aux services de santé promotionnelle, préventive, curative et réadaptation, ainsi qu'aux technologies d'assistance et de soutien. D. Elle insiste notamment sur le droit d'accès à l'assurance maladie et aux technologies d'assistance et de soutien. Question 37. La loi cadre numéro 97/13, relative à la protection et la promotion des personnes en situation de handicap.
A. Elle est publiée en 2016. B. Elle est en cours d'approbation au Parlement. A. C. Elle est publiée en 2016 sur le droit d'accès à l'assurance maladie. C. Elle est insiste sur le droit d'accès à l'assurance maladie. Elle est publiée en 2016 promotionnelle, ainsi qu'aux technologies d'assistance et réadaptation, ainsi qu'aux technologies d'assistance sur le droit d'accès à l'assurance maladie. Elle est insiste sur le droit d'accès à l'assurance maladie. Question 38. Concernant la couverture médicale des personnes en situation d'handicap. A. 34,1% des personnes en situation d'handicap bénéficient d'un régime de protection sociale. B. La loi 65.00 portant code de la couverture médicale de base permet aux enfants en situation d'handicap l'accès à une assurance médicale jusqu'à l'âge de 30 ans. C. 54,1% des personnes en situation d'handicap bénéficient d'un régime de protection sociale. D. La loi 65.00 portant code de la couverture médicale de base permet aux enfants en situation d'handicap l'accès à une assurance médicale à vie. La réponse. A. 34,1% des personnes en situation d'handicap bénéficient d'un régime de protection sociale. D. La loi 65.00 portant code de la couverture médicale de base permet aux enfants en situation d'handicap l'accès à une assurance médicale à vie. Question 39. L'évaluation des apprentissages est A. Un processus qui peut être formel ou informel. B. Il consiste à recueillir des informations sur l'apprentissage réalisé. C. Il permet de prendre des décisions relatives à la qualité de l'enseignement fourni aux apprenants. D. Aucune proposition n'est correcte. Question 39. L'évaluation des apprentissages est A. Un processus qui peut être formel ou informel. B. Il consiste à recueillir des informations sur l'apprentissage réalisé. La réponse. Il permet de prendre des décisions relatives à la qualité de l'enseignement fourni aux apprenants. B. Il consiste à recueillir des informations sur l'apprentissage réalisé. L'évaluation des apprentissages. Il permet de prendre des décisions relatives à la qualité de l'enseignement fourni aux apprenants. B. Il consiste à recueillir des informations sur l'apprentissage réalisé. B. Question 40. L'évaluation formative permet de A. Certifier les acquis des étudiants. B. Gérer le groupe classe. C. Réguler les acquis des étudiants. D. Mieux connaître les étudiants. Question 40. L'évaluation formative permet de A. Certifier les acquis des étudiants. B. Gérer le groupe classe. C. Réguler les acquis des étudiants. D. Mieux connaître les étudiants. Question 40. Gérer le groupe classe. L'évaluation formative permet de C. Réguler les acquis des étudiants. Certifier les acquis des étudiants. B. Gérer le groupe classe. Gérer le groupe classe. C. Réguler les acquis des étudiants. B. Gérer